De retour sur les ondes de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4. Vous écoutez Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et pour cette deuxième heure, au cours de laquelle nous allons évoquer certaines des sorties en salle du moment, Thomas Fouet au micro et non plus Francis Gavel, mais je le vois qui est toujours en studio, attentif et elle écoute. Et je suis ce soir en compagnie de l'équipe de Fiches du cinéma que je vais vous présenter dans un instant. Mais d'abord, le traditionnel et rébarbatif billet d'humeur. Connaissez-vous Chantal Akerman ? Il y a quelques jours, j'étais chagrin. Je ne l'étais pas franchement davantage qu'aujourd'hui, mais enfin, il faut bien commencer son billet quelque part. Il y a quelques jours donc, admettons, j'étais un peu chagrin. En cause, l'homme de radio et humoriste Alex Vizorek, qui s'était vu confier cette année l'animation des Magritte, cérémonie au cours de laquelle sont distinguées les productions belges francophones, les Césars d'Outre-Quiévrin, si vous préférez, comme on dit sur France 3 Régions. Exercice régulièrement ingrat, j'en conviens, et qui consiste le plus souvent à passer les plats, à s'assurer aussi que l'on ne s'ennuie pas trop. Comment dynamiser notamment les prises de parole des lauréats, ces discours où l'on remercie maman, ses comédiens, ses producteurs, ou quand on est un peu moins fier et plus honnête, la chance et le carnet d'adresses. À l'usage de celles et ceux qui se montreraient trop longs dans l'exercice, l'animateur avait donc prévu un dispositif. C'était une plaisanterie, mais il m'a semblé qu'elle faisait sens. À chaque fois que l'ennui guetterait, on diffuserait un plan, je cite, de Jeanne Dillman en train de peler des patates. Le plan fixe dure 5 minutes, précisait-il. Je le sais, je me le suis tapé avant l'émission. Un plan fixe d'une durée de 5 minutes. Faut-il être cinglé, ou peut-être cinéaste, pour oser de telles choses ? Cette plaisanterie n'est même pas réactionnaire, elle est post-réactionnaire, elle arrive des années après la bataille. Car à l'époque, déjà, c'était en 1975, que n'avait-on glosé sur cette scène ? Une bataille entre un cinéma, comment dire, classique, traditionnel ou peut-être bien mythologique, ainsi que le qualifiait le critique Claude Jean-Philippe, et celui d'Akerman donc. Une bataille qui du reste n'eut pas vraiment lieu. Akerman n'eut jamais pour ambition de réduire à néant le cinéma d'avant. Elle savait que les formes pour se succéder peuvent aussi cohabiter. Le problème, c'est qu'il n'est rien de plus convenu pour s'assurer la connivence d'une assistance que de débiner le cinéma d'Akerman et tout ce qui est de la vie générale un peu chiant, un peu abscon, un peu compliqué, tout ce qui est susceptible de plomber l'ambiance. J'irais même un peu plus loin, et vous n'êtes pas tenu de me suivre. À mon sens, dédaigner le cinéma d'Akerman, c'est aller dans le sens de la raréfaction du réel, des rapports qu'entretiennent avec lui les artistes. C'est insulter en somme le rhinocéros blanc et cette langue que, sans doute, parlent encore 2 ou 3 vieillards quelque part dans un pays lointain, et qui disparaîtra avec eux, la langue, pas le pays, encore que. C'est insulter la diversité, la singularité, les espèces menacées, les pratiques marginales, tout ce par quoi, en définitive, on échappe au programme commun de la culture, à l'épanchement du bruit ambiant, au tout à l'image des tuyaux de l'industrie. Vous savez bien en définitive de quoi je parle, tous ces films qu'on peine à distinguer de leur matériel promotionnel ou de leur bande-annonce, et le soir de leur diffusion télévisée, car c'est là leur destination réelle. La salle de cinéma n'est plus qu'une antichambre, un paillasson peut-être, un dommage collatéral tout au plus, du flash d'information qui l'aura précédé ou de la publicité qui lui succédera. Je repensais aux mots de Laurence Ferrari prononcés quelques semaines plus tôt dans l'émission dont sur CNews elle a la charge, et à l'occasion de laquelle un plateau d'éditorialistes réagissait aux violences en marge d'un rassemblement de gilets jaunes et, pour certains, cherchait à identifier des causes et pourquoi pas songer à des solutions politiques. Donc, s'il vous plaît, pas de politique, leur disait-elle. La situation est grave et ce n'est pas le moment. La plaisanterie d'Alex Vizorek m'évoque un raisonnement semblable. Surtout pas de cinéma, rien qui soit susceptible de rompre la célébration, la moquerie partagée, l'ironie érigée en système et, pourquoi pas, en idéologie. Car oui, c'est agaçant, cette ironie permanente. On rit des choses, puis de l'air entre les choses, puis enfin du souvenir des choses, car n'y aurait-il plus rien qu'on en rirait encore ? Je n'ai jamais trop goûté, et cela n'engage que moi évidemment, les émissions de celui-ci sur France Inter, celle qu'il anime avec Charline Van Honecker, pour n'y voir qu'un certain entre-soi de chansonniers de gauche occupés à rire de leur propre plaisanterie, et qui, pour moquer quotidiennement le pouvoir, n'en figure pas même le contre-champ, plutôt le corollaire à vrai dire. Christophe Castaner dit une horreur, Alex Vizorek la tourne en dérision, et le soir, chacun rentre chez soi en trouvant qu'il a bien mérité son salaire. Tout cela ne prête pas davantage à rire qu'à conséquence. Or, dans cette même émission, par Jupiter, et quelques jours après les Magritte, Alex Vizorek s'en prenait cette fois à Jean-Luc Godard. Ce n'était pas bien méchant, mais il y avait là quelque chose de cohérent, car c'est un autre cinéaste, dont il est bien entendu qu'il est abscon, et dont on sait l'importance qu'il eut pour Chantal Akerman. Chantal, je me permets de te tutoyer, c'est un signe d'affection,
Ce mépris et cette incompréhension sont les signes de ton triomphe. C'est un drôle d'hommage qui t'est rendu, mais un hommage quand même, qui distingue non seulement la solitude qui fut la tienne, mais aussi le fait qu'il y a dans tes films quelque chose qui ne passe pas, dans le meilleur sens du terme, et qui se montre irréductible au processus de digestion culturelle. Attention, citation, c'est le moment Yann Moix. Le rire, disait Bergson, est avant tout une correction. La société se venge par lui des libertés qu'on a prises avec elle. C'est donc ta liberté, Chantal, qui en étant ainsi raillée, se voit également célébrée. S'il fallait loger le cinéma, désigner son endroit, lui attribuer numéro, voix et code postal, nul doute que davantage qu'au Palais des Congrès où se tenait la cérémonie des Magritte, on le trouverait au 23 quai du Commerce, 1080, Bruxelles. Mais il est temps pour moi d'en venir à l'actualité, de vous présenter mes camarades du soir pour cette heure consacrée notamment à des films un peu chiants, un peu abscons peut-être, et qui probablement feraient bien rire Alex Vizorek. Il représente la rédaction des fiches du cinéma. Deux habitués d'abord, Clément Deléchaud. Bonsoir Clément. Bonsoir Thomas. Et Nicolas Marcadet, notre rédacteur en chef. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et enfin, après une si longue absence, un très cher ami que je suis ravi d'accueillir sur ces ondes, Roland Hélier. Bonsoir Roland. Bonsoir. Et nous commençons, comme promis, ce tour d'horizon des sorties en salle avec un grand voyage vers la nuit. Le deuxième long métrage de Big Anne, Kylie Blues, avait fait forte impression. Le deuxième était à Cannes l'an passé dans la sélection Un certain regard. Ça commence en quelque sorte comme un film noir, un protagoniste solitaire, un mafieux, la fille avec laquelle on voudrait quitter la ville. Mais rien ne se passe comme prévu, bien évidemment. Le film est scindé en deux parties, je le précise, avec en guise de morceaux de bravoure une deuxième heure consistant en un seul et unique plan séquence, et en 3D s'il vous plaît, ce qui évidemment ne facilite pas les conditions d'exploitation du film. Je précise qu'en Chine, à la faveur d'un malentendu peut-être, le film a rencontré un succès inespéré. Alors onirique, sensoriel, immersif, sortez les adjectifs. Qu'en avez-vous pensé ? Roland, j'ai envie de me tourner vers toi, puisque tu fais ton retour sur ces ondes. Je suis pas très sûr que je sois la bonne personne pour en parler en premier. Et en général, j'aurais préféré que quelqu'un qui défend le film intervienne plutôt après les attaques massives. Mais est-ce que tu souhaites que quelqu'un tacle le film pour ensuite pouvoir le défendre ? Oui, je pense que si les films sont notre objet et leur défense, malgré tout... C'est du moins ce que nous prétendons. Voilà, donc je pense qu'il vaut mieux subir l'attaque et riposter le cas échéant. Qui jette le gant à Roland Hélier ? Bon, alors Nicolas. J'y vais. Bon, alors comme tu as fait un papier brillant avant qui nous incite à pas être ironique et à pas se contenter de dire que c'est chiant, c'est bien. Ça élève le débat. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce film ? Que moi, le premier problème, c'est que pour moi, c'est un condensé de tout ce qui a été l'avant-garde depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a tous les principes de le film scindé en deux, le plan séquence, le romantisme un peu onirique à la Wong Kar-wai, etc. Alors bon, ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas eu de nouvelles avant-gardes depuis, que c'est toujours intéressant, mais ça ne, à mon avis, ça ne renouvelle pas le principe. Après, c'est un cinéma auquel moi je suis a priori très sensible. Notre camarade Gaël Rère, en voyant le premier film de Big Anne, m'avait dit que c'était un film Nicolas Marcadet, qui fait vraiment, il fallait que je voie ça. Je l'ai toujours pas vu. Et celui-là, je l'ai vu et malheureusement, je vois en quoi ça pourrait être un film pour moi et je vois aussi en quoi ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux problèmes. C'est-à-dire sur le principe du film en miroir, qui est un truc que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le film qui se casse au milieu et qui part vers autre chose, qui est donc le truc qui a été popularisé, si on peut dire, enfin en tout cas il y a 20 ans quoi. Rendu célèbre par Apichatpong vers C'est cool, mais qui est aussi un des principes, de manière peut-être moins voyante, mais c'est un des principes du cinéma de Bonello, auquel je suis très attaché, et lui il définit ça, Bonello il dit comme une façon d'aller du connu vers l'inconnu.
Et ça, moi, c'est effectivement ça que j'aime. C'est-à-dire qu'un film nous prenne là où on est, dans le connu, dans le réel, et nous emmène autre part, nous emmène ailleurs. Et le gros problème de ce film, c'est qu'il est en miroir, mais des deux côtés du miroir, il y a la même chose. C'est-à-dire que le film est déjà bizarre, déjà onirique, déjà incompréhensible dès le début. Et donc il reflète la même chose. La deuxième partie, elle est différente parce qu'il y a du relief, parce que c'est un plan séquence, parce que machin, parce qu'on nous a dit que c'est un film, ou que le type s'est endormi dans une salle de cinéma. Mais ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de truc où on est allé de quelque chose vers autre chose. Dans Blissfully Yours, d'Apichat Pongverasethakul, il y a une première partie où on est vraiment dans le réel, très brut, très quelque chose d'assez désagréable, où il est question de maladie de peau, où le truc est très réaliste. Le film se coupe et on passe dans quelque chose d'onirique, de sensuel, de mythologique, de machin. Ça, moi, j'adore ça. Voilà. Moi, si c'est pour aller d'un endroit à un autre qui est la même chose, rien à foutre. L'autre l'autre problème, c'est la virtuosité parfaitement inutile du plan séquence unique de la deuxième partie. C'est-à-dire que, ça, pour moi, je suis prêt à trouver ça super aussi. C'est-à-dire que c'est beau, c'est effectivement virtuose. Mais si l'idée, c'est de nous dire, c'est pour vous envelopper dans le rêve, voilà, faute, encore une fois, erreur de stratégie totale. C'est-à-dire que si on te dit, c'est un plan séquence unique, ça veut dire que c'est une attraction foraine. Ça veut dire que tu ne peux que penser au mec en train de le faire. Tu dis, comment il fait ? Voilà, comment il a fait, c'est merveilleux. Donc c'est une exhibition, donc c'est pas un enveloppement, c'est le contraire d'un enveloppement, tu es au spectacle, donc ça ne peut pas marcher. Moi j'adore ça, la virtuosité du plan séquence chez Kalatozov, chez machin, mais Kalatozov c'est un spectacle de cirque, le Seuil Kuba au début, personne ne me dit que je dois être enveloppé dans une rêverie, que c'est pour ça. Je suis dans un truc où je regarde des danseuses qui descendent, qui vont sous l'eau. Je suis au cirque. Et donc ça, moi je suis prêt à applaudir, dire oh la belle bleue, etc. Mais là, qu'on me dise c'est le rêve, c'est machin, et il faudrait ne pas... ça n'a pas d'importance, la virtuosité du truc. Faux. Je ne peux penser qu'à ça. Et les gens qui font du vrai cinéma du rêve, David Lynch, par exemple, c'est au contraire plutôt des cinéastes de la discontinuité, de la rupture entre les plans, entre les séquences, etc. C'est pas du tout cette continuité qui est pas, à mon avis, les rêves se sont pas comme ça. Donc c'est un film qui est mal campé, quoi, qui est dans une espèce de truc très démonstratif, voilà, et avec des projets qui sont à mon avis des alibis. Et donc après, moi je suis pas tu n'es pas radicalement hostile contre ce film, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a du talent, à certains moments il y a des choses bien, etc. Mais alors ça ne me fait rien parce que le projet est pas cohérent pour moi. Alors je voyais que hors antenne Clément acquiesçait. Est-ce que tu veux ajouter un mot royal, disais-tu? Non, incroyable. Que dire qui ne serait de la paraphrase finalement. Parce que là où je suis vraiment complètement d'accord avec Nicolas, c'est que la dichotomie du film témoigne d'une infertilité de l'imaginaire de Bigan, ou en tout cas d'une impossibilité à le témoigner au spectateur. Pour moi, c'est un film qui est brillant, c'est un écrin formidable, mais c'est un film qui se veut être immanent et se suffire à lui-même. J'ai pas l'impression que Bigan... Je dis pas qu'il faut absolument réfléchir son film avec ce que le public doit en attendre, mais il faut quand même considérer ce regard spectatoriel. Et pour moi, c'est là où je suis complètement d'accord avec Nicolas, c'est que l'imaginaire de ce film est complètement infertile. C'est-à-dire, il est complètement en vase clos et il laisse aucun déploiement du spectateur.
Je l'ai vu donc en 2D moi. Donc j'ai perdu cette. Nicolas l'avait vu à perdu Cannes, cette dimension. J'ai perdu la dimension. J'ai pas la dimension immersive véritablement. Ces derniers jours en salle à Paris en 3D et toi donc tu l'as vu en 2D. Mais il faut quand même dire que, alors peut-être que c'est moi, mais je trouve l'histoire incompréhensible au dernier degré, ce qui est certainement le projet. En tout cas, c'est l'intention. La première heure, en tout cas, me semblait un tant soit peu embellificotée. C'est l'intention avouée. Mais voilà, pour moi, la volonté d'engourdissement que veut donner Big Gun à son film, et qui est finalement peu ou prou la même que celle qu'il avait façonnée dans son premier film, Kylie Blues, où il y avait aussi une sorte de prévalence de la performance, parce qu'il y avait déjà un plan séquence de 40 minutes. Alors là, il a rajouté 20 minutes. Bientôt il fera un film entièrement en plan séquence. Oui, comme un sportif, c'est comme une performance d'apnée où on essaie de battre le record de profondeur. On est obligé d'y penser. Moi je ne peux pas être engagé émotionnellement dans cette deuxième partie, pour pas en dire trop, mais qui est donc un plan séquence en mouvement où les éléments disparates de la première partie se retrouvent un peu tous, comme justement évidemment dans un rêve où tout se mêle sans qu'on sache très bien quels sont les tenants et les aboutissants. Mais j'observe comme un spectateur un bloc de cinéma qui ne s'ouvre jamais à moi. Dans les grands films dichotomiques, comme parlait Nicolas, comme Mulholland Drive ou Theresia, moi je pense à Theresia beaucoup, il y a quand même le déploiement d'un imaginaire partageable du réalisateur au spectateur. Là, c'est magnifique, c'est virtuose, mais c'est un magnifique coffret dans lequel il n'y a rien. Roland, la parole est à la défense. Hein. Là, t'as de la matière, là. Waouh. Je suis content que tu aies évoqué Ackerman en ouverture de cette émission. C'est très intéressant, je vais y revenir. Alors, j'ai bien entendu les arguments de mes brillants interlocuteurs. Déjà, je pense que la question du plan séquence d'une heure dans la deuxième partie, comme une espèce de performance qui relèverait du guide des records et qui n'aurait pas d'intérêt, de toute façon, c'est déjà une performance caduque. Solokov a fait un film entier en un plan séquence, ça s'appelle L'Arche russe. Sokorov, absolument. Donc, je ne sais pas quel plaisir il peut y avoir à aller voir un film en se disant oui, c'est le livre ou non des records. Moi, franchement, honnêtement. Du coup, on peut se demander quel plaisir il y a à le faire aussi. Je vais y venir, merci. Donc, effectivement, il y a une première partie du film. On considère que nos auditeurs savent de quoi il s'agit ou... Moi, je sais pas non plus. Hein, donc... On n'est pas obligé de dévoiler énormément bref, c'est quand même... plutôt au dispositif. Le film raconte sur deux parties une quête qui, effectivement, se prolonge de la première à la deuxième partie. La quête d'un homme cherche une femme qu'il a connue et aimée autrefois. Et en effet, la première partie mélange, sans que ce soit exactement démêlable pour le spectateur, ce qui relève du souvenir, du rêve, de la spéculation, du sommeil, enfin bref, une sorte de... Bien. Et puis, dans une deuxième partie, on bascule, comme vous l'avez brutalement dit, dans un plan séquence. Mais c'est pas un plan séquence. C'est pas un plan séquence, ça veut rien dire. C'est du temps présent. C'est autre chose. C'est le temps présent. C'est pas un plan séquence. C'est le temps présent. Pendant une heure, c'est du temps présent. À cette succession de registres d'images et de récits qui était celui de la première partie, succède un deuxième registre qui est du temps présent, en continu pendant une heure. Non ? Pour moi, le temps présent, c'est Jeanne Dielman qui pèle ses patates. Mais c'est la même chose. C'est pas un film qui te fait passer d'une montgolfière à un machin. Mais c'est la même chose. La caméra enregistre ce qui se passe. Je suis désolé. Bien. Et il se trouve qu'effectivement, il y a une deuxième idée qui est illustrée, si je puis dire,
mais qui n'est pas nouvelle. Et moi, il me semble pas... je ne me sens pas en capacité d'en faire le reproche à Bigan. Ce n'est pas une idée nouvelle, c'est que le présent aussi, c'est un rêve. On se rêve les uns les autres. Enfin, ça a été beaucoup dit dans la littérature depuis extrêmement longtemps, etc. On se rêve, le présent, c'est un rêve, etc. Et c'est mis en image d'une certaine manière, de façon différente, mais je ne vois pas où est le problème pour ma part. Voilà. Alors, je vous remercie pour ce premier débat passionnant. Je vous rappelle qu'un grand voyage vers la nuit est en salle depuis le 30 janvier. Si le film passe du côté de chez vous, ne perdez pas de temps. Ça pourrait ne pas durer éternellement, d'autant plus que j'ai entendu dire qu'il n'était déjà plus possible de le voir en 3D, ce qui est tout de même un petit peu dommage. Avant de faire une petite pause, on va peut-être passer un peu plus vite sur un film qui, pour ceux d'entre vous qui l'avaient vu, vous a un petit peu moins intéressé. My Beautiful Boy de Felix van Groningen, le cinéaste belge a été coopté par l'industrie. Il avait été révélé par la merditude des choses. Il est connu également pour Alabama Monroe, pardon. Et il fait donc ici ses premiers pas aux États-Unis. Pour le coup, il adapte une histoire vraie d'après les ouvrages respectifs de ses deux protagonistes. L'histoire donc d'un père qui découvre que son fils, avec lequel il entretient une relation privilégiée et qui semble promis un bel avenir, est accro à la méthamphétamine. S'ensuit une descente aux enfers que, en dépit de son amour et de sa bonne volonté, le père a toutes les peines du monde à entraver. Dans le rôle du père, l'indispensable Steve Carell, hein, n'est-ce pas Clément? Omniprésent ces derniers temps. On a pu le voir en janvier dans Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis et plus récemment encore et dans le rôle de Donald Rumsfeld, nous en parlions il y a un mois sur ces mêmes ondes dans Vice d'Adam McKay, et dans le rôle du fils, le Wonderboy Timothée Chalamet, dont la cote a grimpé en flèche depuis Call Me By Your Name. Il m'a semblé pour ma part avoir affaire à un mélo sous thermostat à température fixe, écrit et réalisé avec toutes les précautions du monde, trop peut-être dirais-je. Roland, Clément, vous avez vu le film, messieurs, qu'en avez-vous pensé? Alors en fait c'est un peu le vice de l'échelle normative qu'on soumet soi-même au film, c'est qu'en fait on pourrait mettre la même note au film de Bigan et au film de Van Groningen, alors que sans que cela signifie que les films se valent. Oui, bien sûr. My Beautiful Boy est je trouve un très mauvais film. En fait, Lars von Trier avait réalisé le Director, qui était un film réalisé avec selon une sorte d'algorithme. Et c'était un algorithme, un logiciel qui gérait les mouvements de caméra, qui cadrait les personnages à la place du réalisateur, absolument. Ouais. Et bien là, on dirait que My Beautiful Boy est un film dont le montage a été fait par un algorithme vicié dès le départ ou empreint de virus. L'entièreté du film tient dans des blocs de scènes qui pourraient être mises dans n'importe quel sens sans que ça change quoi que ce soit à l'histoire. Ça peut être assez intéressant de mêler le fond et la forme, de montrer que la vie d'un jeune accro à la meth est forcément une révolution perpétuelle, c'est-à-dire que tout change et tout reste comme il est nécessairement, mais ça fonctionne absolument pas puisqu'il n'y a aucune intensité qui se dégage. Il y a surtout une grande fébrilité de la mise en scène qui est d'une platitude et d'une froideur plastique qui est vraiment effarante, et les acteurs ont même pas envie d'être là. Moi, je sais que t'aimes beaucoup Steve Carell, mais je le trouve vitreux, quoi. Ça sent qu'il est à côté du personnage. C'est peut-être pas son meilleur emploi, je peux en convenir. Chalamet a du mal à gérer. Chalamet, je pense qu'il est un peu bloqué entre ses origines françaises et son caractère américain. J'ai l'impression qu'il a envie d'être Tom Cruise et Jean-Pierre Léaud dans le même corps en même temps. Du coup, ça donne un jeu c'est pas évident, c'est comme cohabitation. Ça donne un jeu d'une fébrilité totale. Et Van Groningen, le réalisateur, est pas du tout à la barre. Donc, c'est un film. C'est un film erratique qui cache un peu son inanité derrière des gros points de colle musicaux, quoi, qui semblent piocher dans la bibliothèque musicale du réalisateur. C'est pour moi sans intérêt. Voilà. Roland, une chose quand même que je voudrais ajouter, ce qui me surprend dans un projet comme celui-là, c'est que on le sait tous et on peut le vérifier régulièrement. C'est qu'il y a absolument un imaginaire américain chez énormément de cinéastes européens. Et quand ils ont la possibilité d'accéder à cette possibilité de faire un film aux États-Unis, en général, ça révèle quelque chose
de l'imaginaire américain, de cette mythologie du cinéma et de l'Amérique qui est la leur. Et là, ce qui est très étonnant, c'est donc il fait ce premier film américain avec un film qui aurait pu se passer à Paris, à Bruxelles, absolument n'importe où. L'histoire de ce fils drogué, gravement addict aux drogues, enfin c'est un vocabulaire que je connais pas très bien, mais franchement on voit pas pourquoi il est avec la possibilité de faire un film aux États-Unis, c'est ça qu'il a fait parce que ça. Et puis la deuxième chose, ce qu'a dit Clément est parfaitement juste, etc. Il y a quand même une chose qui moi m'a beaucoup surpris dans le film, c'est qu'à un moment, je passe sur les détails de la narration, etc., mais on nous explique que ce gamin se drogue depuis l'âge de 12 ans, et pas une fois il n'est question d'argent. De la manière dont ce gamin se procure, dans l'ignorance, à l'insu de ses parents, se procure cette variété énorme de substances. Voilà, donc je suis d'accord, je pense que c'est un très mauvais film. Eh bien, le voilà rhabillé pour l'hiver, finissant certes. My Beautiful Boy, Félix Van Groningen, c'est en salle depuis le 6 février. Et je vous propose à présent que nous fassions une première pause musicale et on se retrouve bien entendu dans un instant.
De retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4. Vous écoutez Longtemps, je me suis couché de bonne heure, Thomas Fou au micro, en compagnie de l'équipe des Fiches du cinéma. Et à l'instant, nous écoutions Sound and Vision, n'est-ce pas, l'essence du cinéma, de David Bowie, morceau qui figure sur l'album Low, ainsi que sur la bande originale, tiens donc, de My Beautiful Boy, que nous évoquions, si on peut appeler ça évoquer, que nous massacrions à l'instant. Et nous reprenons le cours de notre tour d'horizon des sorties en salle avec Nuestro Tiempo, chronique d'une crise conjugale par le joyeux luron Carlos Regadas, auteur notamment de Rapone, Post Tenebras Lux et du splendide Lumière silencieuse. Crise conjugale partiellement autobiographique, inspirée tout du moins du couple que forme Regadas avec sa compagne Natalia Lopez, monteuse notamment des films de Regadas lui-même, mais aussi, le saviez-vous, du Raura de Lisandro Alonso. Et ils en interprètent d'ailleurs les rôles principaux de Nuestro Tiempo, pas de Raura. Le film mêle les torsions de l'âme humaine et l'impuissance du monde à les redresser dans un alliage composite de dénûment atavique et insupportable. Ce sont tes mots, Clément, tirés de la critique que tu as consacrée au film, mais j'ai envie de donner la parole d'abord à Roland, qui, je crois, a plutôt aimé Nuestro Tiempo. Oui, je trouve que c'est un film important. Moi, j'avais un peu perdu le fil avec Regadas, puisque j'avais vu Lumière silencieuse, et j'avais sauté la case... Post Tenebras Lux, c'est ça. Et donc je le retrouve après du coup 10 ans, je crois, à peu près d'absence. Oui, à peu près 10 ans, oui. Et donc je découvre, propriétaire d'un ranch, père d'enfants, vivant avec une compagne, par ailleurs une de ses techniciennes, etc. Et le film chronique en profondeur, disons. Il a beaucoup été dit que le film chroniquait la déliquescence d'un couple, et je pense qu'il s'agit plutôt de sa destruction. Méthodique, etc. Et j'en prendrai pour preuve ou pour métaphore une image du film qui est très impressionnante à mon avis. En un moment, donc il est propriétaire d'un ranch où il y a des chevaux et en particulier des taureaux sauvages, taureaux destinés à la corrida, parce qu'il existe une tradition taurine très importante en Argentine. Et à un moment dans le film, si on divise le film en différentes parties, la première partie concerne la vie du ranch. Et dans cette première partie, à un moment assez saisissant, on voit un taureau en colère s'en prendre à un cheval et en faire vraiment de la charpie. Et j'ai l'impression que ensuite, dans cette espèce de corrida érotico-sentimentale que se livre le couple, on va assister à une rage et une mise en charpie du couple tout à fait comparable à celle du... Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'images qui le rappellent. Par exemple, je me souviens, vous aussi sans doute, j'ai beaucoup aimé cette séquence où lui est quand même une espèce de con assumé, pinailleur, très chiant, etc., qui voit sa femme lui échapper parce qu'elle a un amant, et multiplier les tentatives de la jeter dans les bras de cet amant, de la jeter dans les bras d'autres amants potentiels, etc. Et à un moment, alors qu'elle a toujours défendu l'idée, en gros, pour schématiser, que ça n'était qu'un moment de son processus d'émancipation, etc., qu'elle continuait à l'aimer malgré tout, il la met tellement hors d'elle qu'elle se saisit d'une chaise et qu'elle la démolit. Elle essaie vraiment de briser cette chaise avec la même rage que ce taureau a. Tout ça me fait penser, moi j'aime beaucoup le film, je trouve qu'il est relativement long malgré tout, mais que
ce qui m'a le plus plu dans ce film, finalement, c'est la part animale. Ou le versant animal, comme dirait Bailly. C'est tous ces rapports entre l'homme et la bête qu'il peut y avoir en nous. Il y a une espèce d'anthropologie du désir malsain, mal compris, etc. Je trouve que c'est un film dont on pourrait parler longtemps. Hein. C'est très riche. Voilà. Alors, Nicolas, Clément. Clément. Alors, je vais y aller. Je trouve le film exceptionnel. Pour moi, c'est... je pense même mon film préféré de Regadas, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup. Je crois t'avoir entendu prononcer le mot chef-d'œuvre à un moment donné, en amont de l'émission. C'est possible. Ça poursuit les travaux qu'il avait déjà entrepris, pour moi, avec justement Lumière silencieuse et Post Tenebras Lux, qui, dans l'idée de faire des films pré-apocalyptiques, je dirais, en particulier avec les premières scènes, c'est-à-dire la première scène de Post Tenebras Lux, c'est toute personne qui avait Post Tenebras Lux se souvient de la première scène. Et je suis complètement d'accord avec Roland, c'est la part animale. Et justement, cette concorde presque impossible entre la part animale et une sorte de volonté métaphysique, ontologique, de contrôler le monde, son espace, la nature, de contrôler, de faire un mélange un peu romantique, de vouloir mélanger le trivial et les choses les plus hautes. Pour moi, ça marche extrêmement bien dans le film, dans ce film-là en tout cas, et ça permet à l'emphase, qui est, c'est vrai, un peu naturelle, c'est un peu une seconde nature, l'emphase chez Regadas, de se déployer dans des séquences qui, en fait, il y a des séquences très emphatiques, qui sont toutes très belles, enfin on pourrait en citer beaucoup. Il y a une scène de concert qui est exceptionnelle, une scène en avion au-dessus de Mexico qui est exceptionnelle, et avec ces tâches éclatantes emphatiques de façonner le vide autour, la destruction, comme dit Roland, la destruction méthodique d'un couple, l'idée presque pour la femme dans le couple de prendre les mots de l'autre, comme si elle menait une guérilla contre le propre foyer qui essaye de la soumettre. Je veux pas aller trop vite, je vais essayer de laisser la parole. Je trouve ce film brillant. Trop long, mais pour moi à dessein en fait, puisque Regadas ajoute même un peu d'humour, presque un peu une forme d'humour burlesque. Il se veut un peu comme une sorte de Woody Allen encore plus terrifiant. Donc c'est un grand film. Alors Nicolas, je t'ai vu revenir de la projection de presse et tu m'as dit voilà du cinéma. Voilà. Oui, ça c'est la première impression et la dernière. c'est qu'avant toute chose, il y a une première demi-heure dans ce film, moi j'avais presque les larmes aux yeux d'être à ce point-là à la maison, quoi. Enfin, de revoir ce que c'est que du cinéma, vraiment du grand cinéma. C'est un truc où il y a une espèce de sentiment de beauté extrêmement fort, où on ne sait pas exactement comment c'est fait, juste c'est présent. Voilà, c'est vraiment le contraire de Bigan, si je peux me permettre. C'est une virtuosité qui s'impose par le sentiment. Non, mais c'est pas du beau bizarre, quoi. C'est pas du beau technique. C'est-à-dire que là, on est juste frappé par l'intensité de ce qu'il y a à l'écran. Alors que vraiment, pendant une demi-heure, il filme des gamins à la plage sur un canoë, etc. Mais tout d'un coup, ça prend une portée existentielle. C'est l'enfance en général, la vie, l'amour, le temps qui passe. Parce que c'est filmé intensément, quoi. Et il y a régulièrement comme ça dans ce film des moments qui sont tout ce qu'on peut attendre de plus stimulant dans le cinéma. Après, le film, moi je trouve aussi est trop long et il en devient énervant à la fin à force d'être trop long parce qu'il sait pas où il veut aller. Et je pense que malheureusement il y a
il y a un espèce de truc qui n'est pas accordé entre le fond et la forme. C'est-à-dire que il me semble que ce que dit Roland et Clément sur le sujet du film, sur ce qu'il a d'intéressant, je pense qu'effectivement le sujet est intéressant. Le sujet sur le couple et sur la question du pouvoir dans le couple, parce que c'est quand même aussi de ça dont il s'agit. C'est riche, mais je pense que les moments visuellement merveilleux sont jamais en rapport avec le sujet, sont jamais au service de ce qu'il y a d'intéressant dans le sujet. Donc c'est deux choses qui cohabitent un peu maladroitement dans le film. C'est un truc, la virtuosité du film aurait mérité un sujet plus simple, ou alors ce sujet-là aurait mérité une forme plus simple. Visiblement, je suis pas très clair, mais je veux dire que c'est Quand tu parles de différence de rapport, donne un exemple. Est-ce que tu peux donner un exemple d'une séquence pas en rapport avec... Je veux dire que la séquence, par exemple, la très belle séquence d'atterrissage d'avion, elle est belle, mais ce qui s'y dit n'est pas complexe. Ce qui s'y dit, c'est un truc de rupture amoureuse, et ça suffit à rendre la scène belle. Et par ailleurs, le film, à d'autres moments, le film pourrait dire des choses complexes sur la relation de couple, etc., mais qui sont qui sont pas le sujet des meilleurs moments du film. Voilà. Enfin, en tout cas, le film moi je trouve a des défauts, mais mérite d'être hyper défendu, indépendamment de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, si on a envie de voir du cinéma ou de savoir ce que c'est que le cinéma, il faut aller voir ça, même si le film n'est pas abouti, quoi. Et le silence oublié autour de celui-ci est assez éloquent quand même. Et donc, je redis ce que je disais à propos du Le Bigan. silence quoi ? Oublieux. C'est-à-dire que le film n'a pas fait événement, disons. Alors, je vous redonne le même conseil que ce que je vous donnais tout à l'heure à propos de Bigan. Si vous ne l'avez pas encore vu, dépêchez-vous, parce que, de toute évidence, ça ne va pas durer très longtemps. C'est une petite sortie, j'ai l'impression. C'est une petite sortie, c'est une distribution restreinte, de toute évidence, dans un réseau de salles restreint. Je vous propose à présent une petite pause musicale, la deuxième de cette émission, l'occasion de notre traditionnel instant sentimental. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, poussez un peu le volume de la radio, fermez les yeux, concentrez-vous sur l'élu de votre cœur et faites un vœu. Et alors, je vous le garantis, il ne se passera rien. On se retrouve dans un instant. You're burning light. I watch it.
De retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Vous écoutez toujours longtemps, je me suis couché de bonne heure, Thomas Fou au micro en compagnie de l'équipe des Fiches du cinéma. À l'instant, nous écoutions Marigolds de Emily King, dont l'album Scenery est disponible depuis peu. Dernier film de cette table ronde, de ce tour d'horizon des sorties en salle. Santiago Italia, long métrage documentaire, une fois n'est pas coutume, de Nanni Moretti. Le cinéaste y revient au fil d'une série d'entretiens, notamment avec des témoins de l'époque, militants et victimes, mais aussi plus rarement tortionnaires, sur l'arrivée au pouvoir au Chili en 1970 de Salvador Allende. 3 ans plus tard, il en sera délogé à la faveur d'un coup d'État. Le coup d'État, absolument. 73. Le coup d'État. Oui. Eh ben, pardon. C'est ce que je disais, d'où le 3 ans après. Ah, d'accord. Voilà. Non mais il faut être attentif un petit peu. Oui, pardon. 3 ans plus tard, donc, il en sera délogé à la faveur d'un coup d'État. En 73. En 73. On va finir par tomber d'accord, puisqu'on a a priori la même frise chronologique. En 73, sinon. Qui si d'ailleurs tu veux, lui coûtera la vie, si vous vous en souciez. Hein, bande de gens de droite. S'en suivront, sous la dictature de Pinochet, des années d'arrestations arbitraires, de tortures et d'assassinats à l'égard de ses partisans et sympathisants. Et plus longuement et plus largement que d'autres, une ambassade à Santiago, celle de l'Italie en l'occurrence, va devenir un lieu d'asile pour ces derniers. C'est notamment ce que raconte ce film. Roland, tu as vu Santiago Italia? J'ai vu Santiago Italia, en effet, qui est un documentaire qu'on pourrait là encore voir conçu en 2 parties, dont la première évoque l'avant et l'après, l'immédiat après coup d'État de Pinochet au Chili. Partie déjà extraordinairement documentée par ailleurs. Hein. C'est pas une partie où on apprend. Il y a d'ailleurs Patricio Guzman qui intervient dans le film, titre de témoin. Oui, enfin il y a une vraiment. filmographie sur le sujet, oui. Par ailleurs, il y a, voilà. Et la deuxième partie, en revanche, rentre un peu plus dans le détail du rôle qu'ont joué les ambassades dans le secours apporté à un certain nombre de militants chiliens qui cherchaient à échapper à ce coup d'État très dur et à la répression qui s'en est suivie. Et tout particulièrement l'ambassade d'Italie, à travers 2 diplomates italiens, qui a été la dernière à fermer. Et voilà. Avec naturellement en arc-en-ciel la question migratoire d'aujourd'hui. Évidemment, c'est l'Italie s'est grandie à une époque en accueillant nombre de Chiliens réfugiés, etc. Et aujourd'hui, avec le gouvernement en sous-texte, c'est ça. Le parallèle est assez limpide, effectivement. Voilà, qui est celui-là. Oui, mais c'est quand même très insuffisant. Très bien. C'est bien, mais c'est bon. Clément, le génie Morettien parmi les Morettiens. Bien sûr, le génie de Moretti tient en grande partie à son immodestie. Moretti essaye ici de faire le faux modeste, dans le fait de ne pas vouloir se mettre en scène, de laisser les mots parler. Pour moi, ça, justement, comme dit Roland, c'est extrêmement bien fait, c'est richement documenté, c'est très bien monté, mais ça passe. C'est finalement assez incolore, et c'est vraiment très triste, mais les courts-métrages documentaires de Moretti sont bien moins télévisuels que ce long-métrage. Et surtout, pour finir, je dirais que le film, en plus, ce qui est assez triste, c'est que le film se termine là où il aurait dû enclencher sa deuxième partie, et au moins essayer de faire un lien entre l'engagement morettien propre dans les années 70 et cette révolution réprimée finalement très vite, qui contenait presque en elle-même sa ruine au Chili. Donc c'est bien, mais c'est insuffisant, évidemment, c'est ça. Alors, bien mais pas top, c'est la note du Moretti pour l'instant, Nicolas. Absolument, je confirme. Pourtant, alors vraiment, Dieu sait que j'aimerais aimer ce film et pour le sujet et pour l'auteur. Et les deux ensemble, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec ce que dit Clément sur le fait que c'est justement un film qui a une modestie très mal placée, quoi. C'est-à-dire que là, c'est inhabituel effectivement du côté de Moretti, comme le soulignait Clément. Mais là, c'est il a tendance à se mettre en scène davantage, c'est ce qui fait aussi l'intérêt. C'est ça, mais dans ces documentaires, moi j'avais juste vu celui qu'il avait fait sur le Parti communiste, c'était pareil, il se mettait en retrait, donc il doit se dire que c'est le principe du documentaire, mais sauf que là c'est une grossière erreur, c'est-à-dire qu'il ne dit jamais pour
pourquoi il fait ce film. Alors que c'est ça qui nous intéresse, documenter le coup d'état de Pinochet. Je veux dire, ça a déjà été fait, beaucoup mieux que ça. Je vois pas l'intérêt de faire ça, alors que nous dire pourquoi lui, il a envie de parler de ça maintenant, raconter ce que dit Roland sur le parallèle avec la politique migratoire, à ce moment-là, il faut en parler. Et le film, je trouve en plus, a une modestie mal placée, parce qu'il fait son modèle, je me mets en retrait. Le seul moment où il intervient, c'est à mauvais escient. C'est-à-dire que c'est pour aller interviewer un tortionnaire, qui est une scène qui ne sert absolument à rien. Il va interviewer un vieux gâteux dans un truc qui dit hey, les communistes, machin. Déjà, la scène ne sert à rien, et lui, il se met en scène en regardez comme je suis intransigeant. Il vient juste dire je ne peux pas être impartial. Voilà, je ne peux pas être impartial. Oui, donc, il vient faire le tampon. Je suis radicalement engagé. Ok, mais donc ça aucun intérêt. Mais le film ne l'est pas. Alors que voilà, mais alors que dire pourquoi je filme ça, qu'est-ce que je faisais moi à cette époque, etc. Jamais il n'en est question. Et puis filmer un bourreau, on n'est pas chez Oppenheimer, quoi. Ouais. Très bien. Pardon. Filmer un bourreau. On n'est pas chez Oppenheimer, voilà. Ni chez Lanzmann. Ni chez Lanzmann, de toute évidence. Je suis désolé pour Francis qui aime beaucoup le film, et je le respecte. J'ai beaucoup d'attachement aussi pour ce film. Pas pour des questions de forme, mais j'ai beaucoup d'attachement pour ce film, parce que Francis, qui s'apprête incessamment sous peu à reprendre la parole, nous a rejoint à cette table. En quelle année, par contre ? Italia de Nanni Moretti. Vous pourrez donc. Le film est de 2019. Hein. Mais le coup d'état, Très bien, petit plaisantin. Santiago Italia de Nanni Moretti, donc vous pouvez découvrir le film à compter du 27 février. Il nous reste un petit peu de temps pour les coups de cœur, les fameux coups de cœur de la rédaction, cette rubrique que vous attendez tous avec impatience. En quelques mots, messieurs, voudriez-vous recommander à nos chers auditeurs un livre, un film, un album, une recette de cuisine moléculaire ? Roland ? Bien, compte tenu du délai qui nous reste, j'ai un coup de cœur, et je vous engage tous à découvrir les œuvres de Kafka, Beckett, Pessoa, Flaubert, Montaigne, Stendhal. Voilà. Jean-Pierre Martinet. Alors tu nous feras une petite liste et puis on la mettra Absolument, sur y a aucun le problème. site de Radio Libertaire. On la mettra à disposition de. Très volontiers. Voilà, très bien. Ouais. Clément. Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares. Film de Radu Jude. Le cinéma est un art qui se joue à plus de 180 pays, et à la fin c'est souvent la Roumanie qui gagne. Ok, excellent, je retiens la formule. Nicolas, enfin. Moi, je vous engage à découvrir une revue, Les Fiches du cinéma. C'est mon coup de cœur. Chouette Profitez-en revue, ouais. pendant que ça existe. C'est disponible en papier, on peut... C'est disponible en numérique. Vous verrez, flûte c'est alors. formidable. C'est la Bon, c'est bien raison. aussi, ouais. Moi, ça m'occupe beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'ai pas d'autres coups de cœur, mais c'est un coup de cœur qui vaut le coup. C'est une passion à plein temps, les fiches du Voilà. cinéma. Beckett Qu'on adore. soit lecteur ou collaborateur, il me reste à remercier la rédaction des fiches du cinéma. À vous remercier, chers auditeurs. On se retrouve très bientôt. Et Francis, c'est à toi. Oui, alors merci beaucoup Thomas, et merci à vous trois. Donc on se retrouve, ça pour le dire, le 16 mars prochain, hein, pour une émission qui sera aussi envolée et lyrique. Voilà, alors j'avais fait une petite déprogrammation musicale pour le générique de mi-temps. On n'avait pas écouté un deuxième extrait de l'album de Comme John, donc de ce deuxième album Illusion. On va de toute façon là par contre se quitter avec un titre que j'avais prévu, donc qui s'intitule Finalement. Je rappelle, Comme John, si vous voulez plus de renseignements par rapport à ce que j'avais expliqué en début d'émission, donc vous pouvez aller sur le site du groupe, hein, www.comejohn.fr, et c'est avec ce deuxième morceau que nous allons nous quitter. Vous étions donc à l'écoute, de Longtemps je me suis couché de bonne heure, une émission proposée par Francis Gavel, présentée par Thomas Fouet et Francis Gavel, réalisée par Erwan Charton. Vous êtes sur l'antenne de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. On vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de notre radio. Une âme échouée, esselée, le jour se lève. Là sur la baie, l'horizon sur la grève.
que je vacille dans ce huis clos. Je suis une proie facile, tomber à l'eau est la seule issue possible. Ça n'en vaut pas la peine, aussi loin que je m'en souvienne. Nous étions comme deux filaments, si loin de l'autre finalement. Ça n'en vaut pas la peine, aussi loin que je m'en souvienne. Nous étions comme deux filaments, si loin de l'autre finalement. Nous étions comme deux filaments, si loin de l'autre finalement. Si loin de l'autre finalement. Si loin de l'autre finalement.